Imagine que tu marches dans une rue animée, peut-être en sortant du travail, ou un samedi après-midi dans un centre commercial. Regarde les visages autour de toi. La plupart semblent occupés, sur deux, engagés dans le flux du monde. Ils rient, discutent, achètent, font des projets. Et toi, au milieu de cette foule, tu as peut-être ce sentiment étrange et familier, ce léger décalage. Comme si tu observais la scène depuis derrière une vitre légèrement teintée. Comme si les règles du jeu que tout le monde semble comprendre instinctivement étaient, à toi, livrées dans un langage codé, un manuel dont on aurait oublié de te donner les pages centrales. Ce sentiment n'est pas un handicap. Ce n'est pas une malchance. Ce n'est pas un défaut de fabrication. C'est, peut-être, le signe le plus discret et le plus puissant d'une forme d'intelligence rare. Une intelligence qui, selon un certain Florentin du nom de Machiavel, n'a pas pour vocation de briller dans le bruit du monde, mais de le dompter dans le silence de la compréhension. C'est de cela dont je veux te parler aujourd'hui. De cette lente alchimie qui transforme ce sentiment de décalage en un socle de granit. Et si tu me le permets, je t'invite à faire ce voyage avec moi jusqu'au bout, à t'installer confortablement, à laisser ces mots résonner. Si cette conversation te parle, si elle trouve un écho en toi, alors abonne-toi à cette chaîne, active la petite cloche pour ne rien manquer de ce qui va suivre, parce que nous allons plonger très loin, et je te promets que ce sera bien plus qu'une simple analyse. Reste avec moi, partageons ce temps. Et n'hésite pas à partager tes pensées dans les commentaires plus tard. Tu vois, la réussite, telle qu'on nous la vend depuis l'enfance, a un tempo, une partition bien précise. Il faut être précoce, brillant en société, savoir se vendre, être visible, charismatique, avoir un réseau à 20 ans, une start-up à 25, une influence à 30. Le monde adore les prodiges, les flammes vives et brèves qui illuminent le ciel un instant. Mais il existe une autre musique, un rythme plus profond, plus lent, presque souterrain. C'est le rythme de ceux qui écoutent d'abord, qui observent, qui ne ressentent pas le besoin immédiat de prendre la parole, mais plutôt celui de comprendre les paroles des autres, les intentions cachées derrière les sourires, les peurs dissimulées sous les bravades. Machiavel, dans son étude glacée et pourtant si lucide de la nature humaine, n'aurait pas appelé cela de la timidité. Il aurait parlé de prudence. Il aurait évoqué la vertu du renard, qui sait reconnaître les pièges bien avant d'y mettre le pied. Celui qui réussit tard, celui dont la personnalité est rare, est souvent un renard dans l'âme. Il passe une partie de sa jeunesse à cartographier les forêts des relations humaines, à noter où sont les fosses, à identifier les chasseurs. Pense à ta propre vie. Souviens-toi de ces réunions de famille, de ces dîners entre amis où la conversation volait haut et vite. Certains parlaient avec assurance, racontaient leurs exploits, leurs opinions. Et toi, peut-être, tu écoutais. Tu remarquais la tante qui souriait mais dont les yeux restaient froids. Tu sentais la tension subtile entre deux cousins qui se serraient la main un peu trop fort. Tu captais les non-dits, les silences éloquents, les petits gestes d'impatience. On t'a peut-être dit que tu étais trop réservé. Trop dans ta tête. Que tu devais t'affirmer. Mais cette capacité d'observation, cette lecture fine des émotions et des rapports de force, c'est une forme de super-pouvoir. Machiavel l'aurait comprise. Pour lui, le prince, celui qui doit maintenir son pouvoir, doit avant tout être un lecteur expert des cœurs et des esprits. Il doit savoir quand la peur est plus efficace que l'amour. Quand la dissimulation est une arme. Quand la patience est une stratégie. Tu as, sans le savoir, passé des années à entraîner cette capacité. Alors que d'autres apprenaient à briller, toi, tu apprenais à voir. Mais cette acuité a un coût. Elle crée une distance. Quand on voit les mécanismes, les petites lâchetés, les vanités, on a parfois du mal à jouer le jeu avec la même légèreté. On sent la fausseté de certaines comédies sociales. On perçoit la peur qui se cache derrière l'arrogance. Et cette lucidité peut être lourde à porter. Elle peut donner l'impression d'être un étranger dans son propre pays. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, parlaient de cela. De l'importance de voir le monde tel qu'il est, sans le phare des illusions, mais sans pour autant se laisser corrompre par sa laideur occasionnelle. Il s'agit de faire la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Le comportement des autres, leur jugement, leur petit jeu de pouvoir, cela ne dépend pas entièrement de nous. Mais notre manière de le percevoir, de l'analyser, et finalement, de choisir notre position face à cela, ça, c'est notre domaine souverain. Ta personnalité rare a peut-être été submergée par cette lucidité précoce, au point de te faire douter de ta place. Mais c'est justement cette même lucidité qui, une fois apprivoisée, deviendra ta boussole la plus fiable. Car le monde, surtout aujourd'hui, valorise l'extroversion, la vitesse, la surface. On doit avoir une opinion sur tout, tout de suite. On doit se construire une image publique, un personal branding, une narration de soi. C'est épuisant.
Et surtout, c'est souvent très superficiel. C'est une course où celui qui parle le plus fort ou le plus souvent donne l'illusion de gagner. Mais Machiavel nous rappelle une vérité essentielle. Le pouvoir réel ne réside pas dans l'apparence du pouvoir, mais dans sa substance. Il distingue la vertu à cette combinaison de courage, d'intelligence, de force morale et d'opportunisme à de la simple chance ou de la posture. Celui qui observe, qui attend, qui comprend les ressorts profonds des situations, accumule de la vertu. Il accumule une connaissance du jeu qui est bien plus précieuse que les applaudissements momentanés. Il apprend à maîtriser sa propre impatience, ses propres désirs de reconnaissance immédiate. Il comprend que le temps est un allié, pas un ennemi. Que chaque échec, chaque moment de retrait, chaque période où l'on se sent invisible, est en réalité une session d'entraînement dans le dojo de la réalité humaine. Prends un exemple tout simple, contemporain. Imagine un milieu professionnel, un open space. Il y a celui qui parle constamment en réunion, qui s'attribue les succès, qui est toujours présent sur les photos d'équipe. Il monte vite, il est promu. Tout le monde le voit comme un succès. Maintenant, observe celui qui, dans le même open space, écoute plus qu'il ne parle. Qui résout les problèmes complexes que les autres évitent. Qui remarque les dysfonctionnements dans les processus. Qui sent les conflits latents entre départements et sait, par une suggestion discrète au bon moment, les désamorcer. Au début, sa carrière semble plus lente. Il n'est pas le plus en vue. Mais que se passe-t-il quand une crise majeure survient? Quand un projet crucial déraille? Le premier, habitué à la lumière, peut paniquer. Son autorité était basée sur la visibilité, pas sur la compétence réelle et la compréhension des systèmes. Le second, lui, a passé des années à étudier le système. Il sait où sont les points de pression, les leviers cachés, les personnes de confiance. Il peut agir avec précision. Sa réussite, quand elle vient, n'est pas un coup de chance. C'est l'aboutissement logique d'un travail de fond. Elle est solide. Elle dure. C'est cela, la réussite tardive. Ce n'est pas un retard, c'est une maturation. Et puis, il y a la question de la peur. La peur du jugement, la peur de l'échec, la peur de ne pas être à la hauteur. Cette peur, la personnalité rare la connaît intimement. Elle peut être paralysante. Mais Machiavel, encore une fois, a un regard fascinant sur la peur. Pour lui, dans la gestion d'un état ou d'une vie, il est parfois préférable d'être craint qu'aimé, si l'on ne peut être les deux. Cela semble dur, cynique. Mais transposé à l'échelle individuelle, cela prend un sens différent. Il ne s'agit pas de faire peur aux autres. Il s'agit de comprendre la dynamique de la peur en soi. La peur est une information. Elle te signale un danger, une incertitude. La personnalité impulsive va chercher à fuir cette peur ou à la braver de façon téméraire. La personnalité rare, elle, la dissèque. Pourquoi ai-je peur de prendre la parole en public? Parce que je crains le ridicule. Mais qu'est-ce que le ridicule, sinon le jugement momentané d'autres êtres humains tout aussi vulnérables? Cette peur est-elle proportionnelle au danger réel? En l'analysant, en l'acceptant comme une partie du paysage et non comme un maître, on la désarme. On apprend à agir avec elle, malgré elle. On se rend compte que la plupart des gens sont tellement occupés par leur propre peur qu'ils n'ont que peu d'attention à consacrer aux tiennes. Cette réalisation est libératrice. Cette lente construction intérieure, cette accumulation de compréhension et de maîtrise de soi, trouve des échos dans d'autres traditions de pensée. Les philosophes taoïstes parlaient du wushui, l'action sans effort forcé. Il ne s'agit pas de ne rien faire, mais d'agir en harmonie avec le cours des choses, d'intervenir au point de levier exact, avec une économie de moyens élégante. Cela demande une perception aiguë, une patience immense. C'est l'antithèse de la frénésie actionniste que le monde admire. C'est aussi ce que faisait un Ulysse, dont Homère nous raconte les errances. Ulysse n'est pas le guerrier le plus fort, il est Polytropo, l'homme aux 1000 tours, aux 1000 ressources. Il use de ruse, de patience, de dissimulation, de parole. Il passe 20 ans à rentrer chez lui, à observer, à souffrir, à apprendre. Sa réussite, retrouver Ithaque et sa place, est l'archétype même de la réussite tardive, forgée dans l'intelligence et l'endurance, pas dans la force brute. Ta vie, en ce moment, avec ses doutes, ces moments où tu te sens en retrait, ces périodes de silence, pourraient bien être ta propre odyssée. Chaque situation sociale un peu malaisante où tu as préféré observer, chaque fois où tu as repensé à une interaction pendant des heures pour en décortiquer le sens, chaque fois où tu as senti que ton rythme intérieur était différent de celui qu'on attendait de toi, tout cela a été un grain de savoir ajouté à la balance. Machiavel dirait que tu as étudié le terrain. Avant de vouloir construire un château ou une carrière, une relation, une œuvre, le prince avisé étudie le terrain. Est-il marécageux? Rocailleux? Où sont les points forts? Les points faibles? Tu as,
sans peut-être en avoir conscience, passer un temps fou à étudier ton terrain. Le terrain des relations humaines, le terrain de tes propres émotions, le terrain du monde professionnel ou social dans lequel tu évolues. Alors que d'autres ont commencé à construire vite, sur du sable, avec des matériaux clinquants, toi, tu as creusé pour trouver le roc. La construction sera plus longue, oui. Mais quand elle émergera, elle tiendra debout face aux tempêtes. Parlons de la solitude, aussi. Cette solitude qui souvent accompagne les personnalités rares. Elle n'est pas toujours un choix, mais elle finit par devenir un atout. Dans le silence et la solitude, on entend mieux sa propre voix. On distingue ses désirs véritables des désirs qu'on nous a inculqués. On forge ses propres critères de succès. Est-ce que je veux vraiment ce poste prestigieux? Ou est-ce que je recherche simplement la validation qu'il semble apporter? Est-ce que cette vie sociale trépidante me nourrit? Ou est-ce que je la subis pour ne pas décevoir? La personnalité rare, parce qu'elle est moins facilement happée par le tourbillon collectif, a l'espace pour se poser ces questions. Et les réponses qu'elle trouve sont souvent radicales, profondément personnelles. Son chemin de réussite ne ressemblera donc à aucun autre. Il sera unique, sur mesure. Et c'est pour cela qu'il prend du temps à se dessiner. On ne peut pas suivre une carte toute tracée quand on explore un territoire intérieur inconnu. Et puis, il y a l'idée de l'image sociale. Machiavel est obsédé par l'image que le prince doit projeter. Il doit paraître pieux, loyal, miséricordieux, mais être prêt à ne pas l'être si la nécessité l'exige. Là encore, transposons cela avec bienveillance. Il ne s'agit pas d'être hypocrite dans le mal. Il s'agit de comprendre que l'image sociale est un outil, un costume, pas une essence. La personnalité rare comprend souvent très tôt que les identités sociales sont des rôles. Elle a du mal à endosser ces rôles avec la légèreté des autres, parce qu'elle perçoit trop bien la distance entre le rôle et la personne. Mais avec le temps, elle apprend à jouer avec ces rôles. Non pas pour manipuler, mais pour se protéger, pour naviguer, pour atteindre des objectifs qui ont du sens pour elle. Elle apprend à sourire quand il le faut, à dire les mots attendus au bon moment, sans pour autant trahir son noyau intérieur. Elle devient capable de cette dualité saine, un jardin intérieur secret, préservé, et une façade sociale fonctionnelle, adaptée. Cette maîtrise de la représentation est une force incroyable. Elle permet de ne plus être vulnérable à chaque jugement, à chaque attente. On cesse de chercher désespérément à être authentique, à tout prix, ce qui est souvent un piège, et on commence à être stratégique avec son authenticité. On choisit à qui et quand montrer ses vulnérabilités, ses passions, ses idées les plus chères. C'est une forme de sagesse pratique, une maturité émotionnelle qui se paye au prix fort de l'expérience. Regarde les figures historiques ou contemporaines qui ont vraiment changé les choses, qui ont construit quelque chose de durable. Beaucoup n'étaient pas des enfants prodiges. Beaucoup ont connu des débuts difficiles, des périodes d'obscurité, de doute. Ils ont mûri lentement, comme un bon vin. Leur pensée s'est complexifiée, leur caractère s'est trempé. Ils ont appris de leurs erreurs, non pas comme des blessures, mais comme des données. Machiavel lui-même a écrit son œuvre majeure, Le Prince, après avoir été torturé, exilé, mis à l'écart du pouvoir. C'est dans cette disgrâce, dans cette mise à l'écart forcée, qu'il a développé sa compréhension la plus fine du pouvoir. Son succès posthume, son influence colossale sur la pensée politique, est la réussite ultime, une réussite qui a germé dans les ténèbres de l'échec apparent. Ton parcours, à sa manière, suit peut-être cette courbe. Les années où tu te sens en retard, où tu vois les autres avancer, se marier, être promu, lancer des entreprises, ces années ne sont pas perdues. Elles sont le terreau. C'est dans l'obscurité que les racines poussent. Et une racine, ça ne se voit pas. C'est invisible. Mais c'est ce qui permet à l'arbre de tenir debout quand les grands vents se lèvent. Quand la sécheresse arrive. Ta personnalité rare est en train de développer un système racinaire exceptionnel. Une capacité à puiser l'eau là où d'autres ne la voient pas. Une résilience souterraine qui ne paie pas de mine, mais qui est ton véritable capital. Alors, comment cette réussite finit-elle par se manifester, concrètement, dans le monde visible? Souvent, de façon inattendue. Parce que tu ne joues pas selon le même playbook que les autres, tes mouvements sont imprévisibles. Tu ne rentres pas dans les cases des recruteurs, des partenaires potentiels, des cercles établis. Tu crées tes propres cases. Tu identifies des besoins que les autres, trop occupés à courir, n'ont pas vus. Tu construis des alliances profondes, basées sur une confiance réelle et une compréhension mutuelle, pas sur le simple networking de surface. Tu deviens un pivot discret mais essentiel dans ton environnement. Les gens viennent te voir pour tes conseils, parce qu'ils sentent que tu vois plus loin, que tu comprends les nuances. Tu deviens celui sur qui on peut compter dans la tempête, pas celui qui fait le beau temps quand tout va bien. Cette forme de pouvoir est douce, mais indélogeable.
Elle n'est pas basée sur le titre, mais sur l'autorité réelle. Sur le respect, voire sur une certaine forme de crainte respectueuse, parce que les autres sentent que tu perces à jour les jeux, que tu n'es pas dupe. C'est là que la vision de Machiavel rejoint une vérité plus humaine, plus chaleureuse. Le pouvoir ultime n'est pas de dominer les autres par la terreur. C'est d'atteindre un tel niveau de maîtrise de soi et de compréhension du monde que l'on cesse d'en être le jouet. On en devient un acteur conscient, un créateur. On choisit ses batailles. On sait quand avancer et quand se retirer. On n'a plus besoin de l'approbation constante des autres pour se sentir exister. On est libre. Et cette liberté intérieure est la réussite la plus précieuse. Tout le reste, la reconnaissance matérielle, le statut, l'influence en découle souvent naturellement, comme un fruit mûr qui tombe de l'arbre. Parce que quand tu agis depuis ce lieu de liberté et de lucidité, tes actions sont alignées, efficaces. Elles portent une énergie différente. Les gens le sentent. Je pense à cette métaphore du fleuve. La plupart des gens essaient de nager à contre-courant pour atteindre une île en amont. Ils s'épuisent, luttent, certains y arrivent par une force brute incroyable. La personnalité rare, elle, a passé tellement de temps à observer le fleuve qu'elle en connaît les courants sous-jacents, les tourbillons, les endroits où le courant est faible. Elle ne lutte pas. Elle se laisse porter par les contre-courants qui ramènent vers l'amont. Elle utilise la force du fleuve elle-même. Son effort est minimal en apparence, mais d'une intelligence maximale. Et un jour, elle arrive sur l'île, reposée, prête à construire quelque chose de stable, tandis que les autres, épuisés par leur lutte, doivent d'abord se reposer des années. Alors, si tu te reconnais dans ces mots, si tu as l'impression d'avoir toujours nagé un peu de travers, sache ceci, tu n'es pas en retard. Tu es sur un autre calendrier. Un calendrier qui t'est propre. Les échecs que tu crois avoir subis sont des données. Les silences que tu as traversés sont des incubateurs. Les peurs que tu as affrontées sont des professeurs. Machiavel et tous les grands penseurs de la condition humaine nous le rappellent, le monde extérieur est un théâtre d'illusions, de passions changeantes, de fortunes qui tournent. Le seul territoire que tu peux vraiment conquérir et gouverner, c'est toi-même. Ton esprit, tes émotions, tes jugements. Cette conquête intérieure est le travail d'une vie. Et ceux qui s'y attellent sérieusement, avec la patience douloureuse de l'observateur lucide, sont ceux qui, finalement, héritent de quelque chose de bien plus précieux qu'une réussite sociale éphémère. Ils héritent d'eux-mêmes. Ils deviennent princes de leur propre existence. Et un prince qui se connaît, qui maîtrise son royaume intérieur, ne peut, à terme, que laisser une marque profonde et durable sur le monde qui l'entoure. Sa réussite, quand elle éclot, a la solidité et la beauté de ce qui a été longuement mûri. Elle n'éblouit pas forcément par son éclat soudain, mais elle attire, elle inspire, elle dure. Elle devient un point de repère, un phare pour d'autres qui, comme toi aujourd'hui, se sentent en décalage et cherchent leur chemin dans la pénombre. Et ce chemin, justement, il se poursuit au-delà de ces mots. Si ce voyage intérieur résonne en toi, s'il a touché quelque chose de vrai, alors je t'invite à continuer de marcher avec moi. Abonne-toi à cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines explorations. Active la cloche de notification, car nous allons approfondir ces sujets, sous d'autres angles, avec d'autres histoires. Ensemble, nous pouvons décoder les cartes de ces territoires intérieurs. Partage cette vidéo si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un d'autre à voir sa valeur différemment. Et surtout, laisse un commentaire, dis-moi ce que tu en penses. Parce que cette conversation, elle ne fait que commencer. Merci d'être resté jusqu'au bout. Merci d'avoir écouté. Et souviens-toi, ta chronologie est la tienne. Et elle est parfaite. À très bientôt.